Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Nous recevons ce soir Samir Essaoudi, son complice et ami Mehdi Lalaoui, qui a eu un empêchement des dernières minutes et qui ne sera donc pas avec nous, mais vous avez tellement l'habitude de travailler ensemble que je pense que le message et le discours est rodé et que bon, mais il sera encore avec nous à travers vos réponses. Je vais vous dire tu, parce que ça fait un peu de temps qu'on se connaît et ça va être difficile finalement de passer au... Bah, ça marche depuis 40 ans notre affaire. Voilà, c'est ça, il ne faut pas le dire parce que j'ai des petites coquetteries. Donc, je dirais tu. Donc, Samir Essaoudi, merci d'être avec nous là ce soir pour présenter donc, ce riche album qui appartient à la tradition des livres publiés par l'association Au nom de la mémoire, et en l'occurrence qui se nomme Mémoire pour l'égalité et la justice, qui est présenté ici, et qui est donc un livre qui a été réalisé, édité, à l'occasion du 40e anniversaire de la marche, et qui appartient, je crois, à un ensemble d'initiatives que vous avez prises au nom de la mémoire, puisque je crois que pour ce 40e anniversaire, il y a ce livre dont on parlera, sur lequel je voudrais que on ne s'épanche pas trop tout de suite, mais il y a aussi une exposition et je crois un film. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci à l'ACB de m'accueillir. L'ACB, c'est un peu ma famille d'engagement sur tout ce que représente l'ACB et ce à quoi j'adhère dans des combats d'égalité et d'histoire. Mémoire au pluriel pour l'égalité et la justice, c'est le titre de notre ouvrage. C'est effectivement un livre qui raconte toute l'histoire de la marche, qui va raconter d'autres temps, parce que vous l'avez rappelé, depuis 40 ans, notre association Au nom de la mémoire a publié des ouvrages, des documentaires et des expositions avec cette idée qu'on fonctionne sur un triptyque, donc ça. Et pour cette commémoration, on a fait ce livre et on a réalisé une exposition à partir de documents iconographiques et de courts textes de ce qui est dans le livre, et j'y reviendrai. Le documentaire, il n'est pas fini en stricto la marche, mais il y a un documentaire qui va rappeler tout le combat depuis 40 ans, puisqu'il s'agit d'un documentaire qui s'appelle De Calais à Cancale, qui raconte ce que vivent depuis quelques décennies maintenant ces hommes qui se sont retrouvés à Calais et qui, de migrants d'Afghanistan, d'Érythrée, de Somalie ou d'ailleurs, et qui se sont retrouvés dans ce qu'on appelait la jungle de Calais, et qui, lorsque ce territoire, ce no man's land d'hommes qui ont vécu là pendant des années, dans des tentes, dans la boue, dans tout ce qu'on peut dire d'innommable de vie, se sont retrouvés, la jungle a explosé, et se sont retrouvés éparpillés dans tout le territoire français. Et Mehdi Lalaoui, qui est réalisateur, a donc fait un reportage sur ces hommes de Calais à Cancale. Il les a suivis jusqu'à Cancale, et c'est toute l'histoire de cette solidarité. Donc il y a question aussi de solidarité, d'égalité, de prendre en main, si je puis dire, ces hommes, puisque c'était que des hommes d'ailleurs qui arrivaient à Cancale dans le cadre de leur relogement entre guillemets, puisqu'après ils ont été dans un foyer dans cette région de Bretagne. Et il a suivi toute cette solidarité et ce combat de ces gens. Alors, on va revenir au sujet de la soirée, la marche. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots pour rappeler aux personnes qui auraient oublié ou aux plus jeunes, en deux mots, ce qu'a été la marche et on verra après sur ce qu'elle représente. Mais déjà, ce qu'a été la marche. Ce qu'a été la marche, c'est le pourquoi il a fallu marcher, sans doute. On va rappeler qu'il s'agit d'une violence policière qu'a subi un jeune homme dans le quartier des Maguettes, qui est à la périphérie de Lyon, à Vénissieux. Le quartier s'appelle les Maguettes, et Toumi Djedja, qui est un jeune qui est dans le quartier, qui est une figure assez sympathique d'ailleurs, puisqu'il s'occupe un peu des jeunes du quartier, il fait des tas d'activités comme ça. Ils sont déjà en association d'ailleurs. Pardon ? Ils sont déjà en association. Voilà. Et un jour, des flics, on va les nommer ainsi, arrive pour la 1e fois dans le quartier, dont un avec un chien policier. Le chien policier est lâché dans la cité et va courir au-devant des jeunes et va mordre violemment Toumi Djedja, qui va être hospitalisé et vraiment dans des conditions de santé difficiles.
Et tous les jeunes vont arriver à l'hôpital, y compris une figure importante du quartier qui s'appelle Christian Delorme, qu'on va surnommer le curé des Minguettes, il est prêtre. Et ils vont décider, parce que Toumi Djadja est une personnalité comme ça, accompagnée... Je vais me permettre peut-être de corriger, c'est pas lui qui est mordu par le chien. C'est un gamin qui est mordu par le chien, et en prenant sa défense, il reçoit une balle. Lui aussi, il a été mordu. Oui, mais enfin, il est hospitalisé parce qu'il a une balle dans le ventre. Oui, mais il a eu une balle dans le ventre, mais il a été opéré aussi d'une blessure du chien. C'est lui qui le dit. Hein, non, mais la violence policière, elle est là. C'est-à-dire qu'il l'a subi directement au sens où il reçoit une balle tirée par un policier au moment où il prend de secours. Donc ça part de là, effectivement. Et donc, ils vont décider une marche silencieuse. Au départ, d'ailleurs, cette marche silencieuse, il l'a rappelé il y a encore quelques jours dans une rencontre publique où j'étais. Au départ, elle devrait être qu'à Lyon. Voilà. Et beaucoup diront non, il faut traverser la France, parce que ça se passe partout comme ça, etc. Bon, et après, ça va de... Bon, ben, on va y aller, et voilà, la marche va démarrer comme ça, avec une quinzaine de jeunes qui vont partir de Marseille le 15 octobre, et qui va arriver le 3 décembre à Paris. C'est juste à la fois le parcours, mais en même temps, une volonté de dire que cette marche, elle aura traversé la France, traversé la société française surtout, de par sa dimension de dénonciation de cette injustice, de cette violence policière. Oui, alors on parlera après effectivement que ce qu'a représenté cette marche et en quoi elle a correspondu peut-être elle a reçu et elle a été à l'écho aussi de ce que vivait une société. Mais donc on fête cette année le 40e anniversaire. Qu'est-ce qu'il a de plus ou de moins cette année? J'ai l'impression d'ailleurs que cette année il y a beaucoup moins d'initiatives autour de cette marche. Alors, beaucoup moins, si l'on compare... Ou alors, autre question qui peut être... comment vous avez-vous, au nom de la mémoire, abordé ce 40e anniversaire? Parce que vous êtes... après, l'histoire nous rappelle souvent que les décennies sont des marqueurs importants. 10 ans après tel événement, 20 ans après, 30 ans après, 40 ans après. Les 40 ans, il faut rappeler quand même que 10 ans après, il y a eu des rassemblements par rapport à la marche, 20 ans après, 30 ans après, 40 ans après. Voilà. Donc les 40 ans ont une importance considérable. D'abord, dans toute la France, il y a eu des initiatives les 3 dernières semaines de novembre jusqu'au 3 décembre, puisque symboliquement le 3 décembre était dimanche, et c'était là qui était porté voilà, le plus haut temps fort de ces 40 ans. Nous, au nom de la mémoire, on a choisi de réfléchir sur ce que nous avions fait, notre association avait fait dans ce combat d'égalité depuis 40 ans. Et une fois que j'ai dit ça, ça rappelle que depuis 40 ans, ben, on n'a pas cessé de marcher, quoi. Et du coup, ces 40 ans, c'était de dire, ben, on marche encore pour cette égalité, cette promesse d'égalité, qui était des promesses électorales dans telle et telle mandature présidentielle, hein, de 81, de 88 ensuite, quand c'était des septennats, etc., jusqu'à... les dernières élections, quoi qu'elle n'était pas dans la dernière campagne du président actuel, les droits de vote n'y étaient pas, mais en tout cas les précédentes mandatures, elles y étaient encore. Donc voilà, donc pas d'égalité, des violences policières, des injustices sociales, voilà, tout ce qui était porteur d'un combat d'égalité, j'insiste sur ce mot parce qu'il est important, et il est rassembleur aussi, donc c'était aussi pour ça que on a décidé de s'interroger et de faire un état des lieux et un constat amer, ma foi, hein, même si nous sommes d'un tempérament optimiste, de se dire que, bon, voilà, il n'y a pas beaucoup d'avancées, certes, le droit de vote, ce fameux droit de vote tant attendu, la carte de 10 ans, certes, elle est arrivée à l'arrivée justement de la marche en 83, qui n'était pas du tout une demande d'ailleurs des marcheurs, hein, qui n'était pas du tout une demande des marcheurs, c'était une proposition du président François Mitterrand. Les marcheurs n'étaient pas des immigrés, ils étaient nés à Lyon ou ailleurs, ils n'avaient pas du tout, ils n'étaient pas dans cette stratégie ils pouvaient l'être en pensant à leurs parents, comme nous pouvions l'être quand on était militants, quand nous sommes militants, mais en même temps, c'était pas ils en étaient surpris d'ailleurs au cabinet présidentiel quand ils ont été accueillis, pour certains. Donc ça, c'est bon, quelque chose qui est arrivé sous l'égide, à l'époque, la ministre Georgina Dufroy. Ensuite, s'ensuit ou pas des revendications toujours, d'égalité, je le répète, mais aussi de dénonciation, d'injustice.
et de violences policières. Et je crois que l'actualité nous rappelle bien que depuis 40 ans, les violences policières n'ont jamais cessé. Donc c'est cet angle-là qui nous a frappé quand on a commencé à travailler avec Mehdi Lalaoui dans cette coécriture du livre, c'était de reprendre à la fois toutes les mobilisations qui avaient eu lieu depuis 40 ans. Il y a les affiches, hein, les campagnes de mobilisation avec les manifestations, avec les slogans, etc., qui sont aussi dans le livre, pour s'apercevoir que, ouais, on marche encore, parce que ça n'a pas beaucoup marché, cette histoire d'égalité, finalement. Oui, alors le livre est organisé en 4 parties, et effectivement, vous rattachez systématiquement la marche et son histoire, à la fois dans l'histoire de l'immigration, de la présence immigrée en France, des luttes, mais aussi dans l'histoire législative de la question migratoire en France. Et vous donnez une dimension extrêmement politique à cette marche. Et aujourd'hui, après les émeutes qu'il y a eu, en juin 2023, le parallèle est fait, c'est-à-dire qu'entre 83 et 23, bon, est-ce qu'il faut aller jusqu'à dire que rien ne s'est passé ou qu'il y a encore un certain nombre de choses à faire évoluer? Mais en tout cas, il y a un fait qui est soulevé par beaucoup, par Mehdi Lalaoui, par toi, par Christian Delorme, c'est que on en est encore là en 2023. Mais bien sûr. Alors, autres, etc. d'ailleurs. Non, mais bien sûr. Juste pour, pas l'anecdote, mais pour rappeler le contexte du livre, quand chacun de nous, Rachida Azou, qui était dans le collectif de l'arrivée de la marche, avec moi et d'autres, Christian Delorme, le curé des Maniates dont j'ai parlé, Mehdi Lalaoui, qui était dans le collectif aussi avec moi, et Marie-Laure Mahé, qui était une marcheuse, hein, qui était une jeune femme qui habitait Marseille à l'époque, et qui était... qui habitait pas Marseille, qui était, je crois, même en région parisienne, et qui était étudiante en école d'éducatrice. Elle était en EduxP, et elle allait faire son stage. Elle a demandé à faire un stage, et le stage a été la marche. Donc elle fait un long texte, elle aussi, dans le livre, 40 ans après. Un très beau texte, d'ailleurs. Un très beau texte. Ah ouais, un très beau texte, où elle raconte bien pourquoi ça a du sens d'avoir fait cette marche dans une histoire personnelle, professionnelle, puisqu'il a aussi construit tout son combat, et puis arrive dans chacun de nos textes, hein, le mois de juin 2023, et là on se dit on ne peut plus écrire pareil, parce qu'on pouvait dénoncer qu'on n'avait pas beaucoup avancé, qu'il y avait toujours des violences policières, je le répète, mais là il y avait ces émeutes, il y avait cette balle qui atteignait Naël à Nanterre, et il y en avait d'autres, hein, d'ailleurs, parce qu'on a cité que celle-là. Et pareil, dans une autre forme, Christian Delorme le souligne bien aussi, cette violence. Il attaque aussi cette violence policière en disant que 40 ans plus tôt, quand il marche, il y a ce rêve de fraternité, mais ça c'est Christian Delorme qui le dit, on peut le dire autrement. Mais il dit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette société française, et qu'il faut continuer d'être dans ce combat, parce que voilà, ce qui s'est passé en 2023 est inacceptable. Christian Delorme, il a même... alors oui, effectivement, il est sur d'ailleurs, vous vous retrouvez, peut-être même on peut se poser la question, si on peut quand même faire le parallèle entre cette violence extrême que vous décrivez d'ailleurs en première partie, qui raconte la série de meurtres, d'assassinats, qui ne viennent pas seulement de la police, hein. Il y a aussi des habitants des quartiers qui tirent sur les gamins parce qu'ils font trop de bruit et autres. Donc là, pour le coup, ça se chiffre quand même autrement plus lourdement qu'aujourd'hui. Mais enfin, il y a encore aujourd'hui des morts, ça c'est un fait. Mais Christian Delorme va encore plus loin. Il annonce quelque chose. Alors je ne sais pas si tu peux en dire un mot, parce que c'est peut-être à lui qu'il faudrait poser la question. Mais il dit, car il existe de toute évidence un racisme systémique au cœur même de l'appareil policier français, cela depuis au moins le temps de la guerre d'Algérie. Mais cette réalité est niée, ce qui annonce d'autres drames pour les années à venir, drames qui seront bien plus lourds de conséquences encore, avec, dit-il, des risques d'affrontements ethniques qui pourront déchirer le pays. Ah oui, non, mais tu partages ce complètement. On en a parlé plusieurs fois avec Christian quand on a reçu le texte. Christian Delorme, c'est un homme qui, avant 83, était aux côtés des immigrés à Lyon, il était aux côtés des migrants, avec un ami à lui, qui était à la pastorale des migrants, justement, qui s'appelle Jean Costil.
Et c'était un homme qui était, Christian Delorme, Christian de Style, je parle à l'imparfait, il n'est plus là, mais Christian, depuis le temps qu'on se connaît, moi j'ai lu aussi, il était aux côtés des Algériens pendant la guerre de libération, à Lyon, il était aux côtés du FLN à Lyon, il était aux côtés de toutes ces injustices. Et donc quand il évoque là, cette violence qui va se poursuivre, mais il pense à ce passé de nostalgique de l'Algérie française. Il ne le dit pas clairement, mais il pense que il dénonce l'extrême droite, et puis il ne le dit pas clairement comme ça. Mais il a une manière aussi, quand on en parle en tout cas, de dire que lui, il est complètement inquiet de 87 extrême droite dans l'hémicycle. Ça, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Mais c'est-à-dire, quand il parle d'affrontement ethnique, l'ethnicité renvoie ici à une partie de la société française contre une autre. Oui. C'est pas le développement des communautarismes, c'est pas tout ça. Non, je pense que c'est Après, il faudrait lui poser la question précisément à lui, mais de ce que j'entends quand on en parle, on est dans une inquiétude à avoir sur, effectivement, se regarder l'un l'autre, s'affronter l'un l'autre. Ça, c'est une réalité en même temps. Juste un mot, effectivement, parce que sur les revendications, donc et choix dans l'escarcelle des marcheurs, la carte de 10 ans qu'il n'avait pas demandé, et ce que représente la marche, je crois que c'est encore Delorme peut-être qui le dit le mieux, c'est-à-dire qu'il dit que c'est sûr qu'on va pouvoir se poser la question sur la marche a-t-elle été un échec ou pas, mais il y a une évidence, c'est que la marche a reflété le visage nouveau de la France. Et ce visage nouveau, il s'est manifesté pendant cette marche, s'est manifesté à Paris en décembre de 1983 avec son succès, et c'est poursuivi parce que c'est le même moment où apparaissent les premières littératures qui sont françaises pour le coup, d'expression d'origine immigrée, notamment d'origine immigrée algérienne, ce qu'on appelait, avec le mot qui a aussi collé à la marche, c'est-à-dire la littérature beurre, avec tout ce que ça peut avoir comme impropreté et incongruité. Mais en tout cas, et à la limite, j'ai presque envie de dire que les véritables héritiers de la marche, ce sont les littérateurs d'aujourd'hui. C'est-à-dire ce sont ceux qui décrivent les réalités françaises telles qu'elles sont. C'est là où on va trouver, à mon avis, c'est là où... Oui, il y a Zuzbek, mais aujourd'hui encore mieux, parce qu'effectivement, les choses se sont tellement développées, il y a tellement d'auteurs qui sont les mêmes après la marche, et qui traduisent finalement ce qui était porteur cette jeunesse, rassemblée, fraternelle, diverse, qui avait un point de vue citoyen, de justice et de reflet de ce qu'était la société. Elle est dans la littérature aujourd'hui, qui est issue de l'immigration algérienne en particulier, ou marocaine, parce qu'elle monte elle aussi, etc. Oui, non, mais après... Plus que la dimension politique. J'ai envie de dire. La dimension politique, elle existe au lendemain de la marche. La marche, elle a produit des citoyens, des responsabilités politiques. Il y a beaucoup d'élus issus de l'immigration algérienne qui étaient de la marche. J'en connais deux, moi. Le maire de Stein, Azdine Taïbi, il est maire de Stein, il a été le premier maire issu de l'immigration algérienne, qui a été élu maire d'une ville de plus de 55 000 habitants. Et il était au service d'ordre de la marche pour l'égalité. Je ne sais pas qui le dit aussi dans le livre, effectivement, ça a produit un certain nombre de professionnels de la solidarité, de la santé, du social, de l'investissement citoyen politique, associatif. On parlera de l'associatif parce qu'il faudra quand même dire un mot sur le Parti Socialiste et son racisme, qui n'a pas bonne presse chez les anciens de la marche et ceux qui en ont été les premiers héritiers. Donc tout ça, effectivement, il y a quand même, comment dire, je ne sais pas si c'est à mettre au crédit de la marche, mais c'est un contexte sociologique qui fait que ça émerge. Voilà. Alors il y a deux choses. Au sortir de la marche, pour le dire comme ça, il y a eu la déception. Les marcheurs le disent, moi je les côtoie depuis 3 semaines parce que des différentes rencontres où je vais, encore la semaine dernière au musée de l'immigration, il y avait un marcheur qui soulignait qu'il s'est senti abandonné, ils se sont sentis abandonnés à la fin de la marche, et après déçus parce qu'ils ne voyaient rien venir, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, notamment le droit de vote, l'abandon des quartiers, etc. Mais en même temps, beaucoup ont surgi quand même de faire des choses. Celui-là même qui disait vendredi, on s'est senti abandonné, il a été responsable de la centre sociale à Lyon, et puis il a fait bouger des choses, tout le monde lui a dit ça. Donc à un moment donné,
en réalité, il a pris en main son avenir, pas que personnel, mais un avenir collectif, pour parler de citoyenneté, pour être dans l'engagement et tout. Sur d'autres personnalités, il y a d'autres gens qui ont été en dehors de l'engagement. Moi, je connais des marcheurs qui n'ont plus rien fait. Après, ça fait partie aussi de l'humain. La force qu'a eu cette marche, c'est mais chacun, mais ils n'arrêtent pas de le dire, depuis 3 semaines que je les vois, tout le monde se souvient comme si c'était hier de la marche, de leur traversée. Ils racontent les étapes, ils racontent alors. La mémoire est sélective, chacun le sait, mais il peut y avoir à côté ancien combattant. Oui, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Quand Marie-Laure Mahé raconte que... Alors qu'il n'a pas du tout le temps dans ses combattants. Hein. Oui, ben voilà, moi je conseille quand je dis ça. Oui, oui. Oui. Après, il y a une manière de le dire, d'accord. Mais Marie-Laure Mahé, elle raconte souvent que 100 000 personnes à Paris, nous on dit ça. 15 octobre à Marseille, 15 jeunes sont là, des jeunes et moins jeunes d'ailleurs. 100 000 personnes à Paris. 100 000 personnes parce qu'à chaque étape de cette traversée de la France, les collectifs organisés par des associations, des organisations syndicales, politiques, des militants au quotidien, des habitants de la cité, qui voient arriver des marcheurs à Valence, ils descendent tous et ils traversent la ville. C'était ça les étapes. Moi j'ai marché pas longtemps, j'ai marché 5 jours, ça m'a suffi pour m'empreindre. Tu n'as jamais aimé marcher de toute façon. Pardon? Tu n'as jamais aimé marcher de toute façon. Donc, soyons sérieux, Moustapha Razoun, si vous le voulez, si tu le veux bien. On est dans chaque étape dans un rapport avec la société, avec les citoyens qui vont prendre en main ce combat d'égalité. Il m'a fait perdre le fil de ce que je voulais dire sérieusement. Raconter les étapes. Et Marie-Laure Mahé raconte une étape importante, un tournant pour qu'il y ait 100 000 personnes à Paris. Et je la rejoins parce que je l'ai pensé très fort aussi. Je ne l'ai pas écrit dans ce que j'écris. C'est le drame qu'a connu la France dans cet assassinat d'un jeune touriste algérien dans le Bordeaux 26 000. Le 14 novembre 83. En novembre, c'était en novembre. Le 14 novembre. Voilà. Et nous, on marchait à Paris. On marchait sur le boulevard Davout, parce que le boulevard Davout, c'est là qu'il y a la caserne des légionnaires. Et les Parisiens, le collectif de Paris, avait organisé une grande manifestation à Paris pendant que eux étaient à Strasbourg. C'est ça. Et ce déclencheur, ce violent déclencheur raciste de 3 jeunes, je rappelle les faits, il y a trois jeunes légionnaires qui voient un Algérien dans un compartiment dans le Bordeaux 26 000 et qui vont violemment l'agresser et le jeter par la porte du train et il sera retrouvé mort sur les rails. Donc ça a été un grand coup pour toute la France, hein. C'était un grand coup pour toute la France. Et on a vu grossir, et ils ont vu de cette étape-là, grossir une mobilisation, et chacune dans les villes, les collectifs, chaque collectif qui organisait l'arrivée de la marche à Paris, portait ce triste souvenir de ce qui s'était passé là. Je crois que par rapport à la diversité de celles et ceux qui étaient à l'arrivée à Paris, c'est important de souligner parce que, j'allais dire, comme on dit couramment, il y a mon voisin de palier qui pouvait y être. Monsieur tout le monde, madame tout le monde était dans cette manifestation parce que c'en était trop, là, cette violence raciste, parce que les injures... Alors, je voulais dire que dans le compartiment, il y avait d'autres voyageurs qui ne sont pas intervenus. L'histoire le rappelle. Mais voilà, donc je pense qu'il y a des marqueurs comme ça. Moi, nous étions à la Courneuve en juillet 83, quand Toufik Ouanès a reçu une balle par une veine de long rifle, un tonton flagueur, on les appelait comme ça, mais un homme qui en avait assez du bruit des pétards du 14 juillet, il tire en bas de la cité et il y a un môme de 10 ans qui tombe. Donc évidemment, toute la banlieue va après à la Courneuve se recueillir, soutenir la famille, etc. Et à la fin de la marche, il faut se dire que ça suffit. Voilà, le slogan c'est « Rengainer, on arrive », stop à la violence policière, et on va organiser un forum police et justice à la MJC de Levallois pour dénoncer ces crimes racistes. Juste un mot encore sur les crimes racistes. Il y a 3 pages au moins sur une énumération des jeunes qui ont été tués. Et on ne fait pas du sensationnel quand on écrit ça. On donne des noms, des lieux et des pourquoi on tue. Et on s'aperçoit que c'est une banalité violente. On tue pour rien, parce qu'on est policier, parce qu'on est un espèce de personnage qui va prendre sa main de long livre, comme je viens de le raconter,
parce qu'il y a trop de bruit, ou l'autre parce qu'il a volé je sais pas quoi, ou il n'a pas répondu. Là. 23 novembre 2023, juin 2023, même histoire. Un jeune, un Nanterre, il commence, je sais pas, comme on dit, refus d'obtempérer, c'est ça, hein, ça oui, c'est ça. Voilà. Refus d'obtempérer, qu'est-ce que ça veut dire? Le jeune, il court parce qu'il ne veut pas être emmerdé pour la énième fois par un flic qui va lui demander ses papiers, je sais pas quoi. Parce qu'on les connaît, on en connaît tous des histoires comme ça. Hein. Des frères et des copains qui ont été interpellés par la police 3 fois, donne-moi tes papiers, t'habites où? Ben, vous savez bien, j'habite ici. Ils le disent tous, hein, les jeunes, ça. Et donc là, le jeune, il s'en va, et refus d'obtempérer, on va lui tirer dessus. Voilà. Et un jeune, 17 ans, à Nanterre, en juin 2023, donc on ne peut que dénoncer à nouveau ça. Mais en même temps, il y a d'autres choses qui sont constructives à faire. Hein. Pour revenir sur le livre et la façon dont il a été conçu, j'aimerais que tu nous dises un mot ou plusieurs même sur toutes les illustrations, les photos. Qu'est-ce que ces photos disent, traduisent? On voit des manifestants, on voit des sourires, on voit des banderoles, on voit des slogans, on voit des façons de s'habiller, on voit le mélange, etc. Tout ça dit autant que les textes, au sens où, si on regarde bien, c'est souvent des visages empreints de gravité, parce qu'on peut faire la fête, mais on sait pourquoi on est réunis, on sait ce vers quoi on veut tendre. Enfin, si on ne sait pas ce vers quoi on veut tendre, on sait en tout cas à quoi on peut aspirer, et la fraternité, on la vit au quotidien. Et donc tout ça, toutes ces photos, toutes ces illustrations le montrent, les banderoles. Il n'y a pas de place ici pour des signes extérieurs d'appartenance à quoi que ce soit communautaire, religieuse ou autre. On sent bien que les photos traduisent fraternité et enthousiasme, gravité parfois. Bah, le dénominateur commun, c'est l'égalité, le combat contre le racisme. Donc effectivement, on n'est pas affiché. Dans le livre, là, nous, on a fait... Il y a des manifestations aujourd'hui pour l'égalité contre le racisme, t'as pas envie d'y être quand même. Pardon? T'as pas envie d'y être parfois. Ah oui. Non, mais après dans tous les documents qui sont dans le livre, là, il y a des affiches de l'histoire, qui sont une recherche iconographique qu'on a eu envie de faire, et dont je suis très attaché, puisque j'ai couru après... quelques photographes qui sont toujours là d'ailleurs, qui sont même venus ici à la CB, je pense à Amadou Gueye, qui est un photographe africain qui est au rendez-vous, qui habite le 20e, je crois qu'il est encore là. Oui. Et donc il y a beaucoup de photos de lui, et Amadou, il était, en 83, il a chuté, ils disent, beaucoup, et puis il y a beaucoup d'images d'Amadou Gueye, il y a des photos de Joss Drey aussi, une photographe, une militante, qui a beaucoup suivi avant la marche les foyers Sonacotra, les luttes le droit au logement plus tard, la marche, etc. Donc c'est des photographes militants aussi. Hein. On est aussi dans un souci de montrer par l'image ce qu'étaient les combats de justice. Et puis il y a une autre forme d'image aussi, ce sont les affiches, comme tu l'as dit, où effectivement c'est aussi des marqueurs. C'est pour ça que moi je me bagarre toujours pour que dans les affiches on mette une année. Et souvent on ne la met pas l'année. Alors pour ne pas faire trop copinage, effectivement, il manque une chose dans le bouquin, c'est que les photos, les illustrations manquent de légende, souvent. Par exemple. Mais il y en a d'autres qui mériteraient plus, peut-être pas forcément. Mais il y a des photos, on aurait bien aimé avoir l'année, le mois, ou à quand, etc. Parce que ça court sur plusieurs temps. Bon, enfin, ça, c'était juste un petit débat. Non, mais après, voilà. Les images de lutte, dans le dernier chapitre, c'est surtout les images de lutte d'hier et d'aujourd'hui, où on voit bien que, là, pour le coup, elles sont légendées, parce qu'il y a quelquefois, quand il n'y a pas l'année dedans, on l'a retrouvée. Et c'est des affiches sur les crimes racistes, et celle-là date de 73. En 73, il y avait déjà des combats contre le racisme, et surtout à Marseille, justement, puisque chacun ou chacune se souvient peut-être ici de ce qui s'est passé devant le consulat d'Algérie en 1973. À Marseille, l'OAS qui se met à tirer, et il y a eu un certain nombre d'Algériens qui ont été tués. Des luttes des foyers Sonacotra, des travailleurs immigrés, donc. Alors, 2-3 petites questions avant d'échanger avec la salle sur l'esprit de cette marche. On a parlé un peu de sa dimension politique, on l'a inscrite dans une histoire associative militante, on l'a inscrite dans une histoire législative liée à l'immigration, on l'a inscrite bien évidemment dans ce contexte criminel où on se faisait buter pour un oui ou pour un non par un voisinage un peu difficile, ou par
des bavures, comme on disait, policières ou autres. Mais il y a aussi, comment dire, c'est rappelé notamment par Marie-Laure Mahé, par le Père de l'Homme, par Rotex à Amélie et à toi, ou d'autres témoignages dans le livre. C'est d'abord et avant tout la décision d'organiser une marche non violente. C'est peut-être la première caractéristique de cette marche, et en quoi c'est nouveau, et en quoi aujourd'hui cela a encore un sens. Question difficile. C'est nouveau, et c'était l'esprit de, je le rappelais en début, sur le lit d'hôpital, c'est la volonté de dire qu'il faut être pacifique, qu'il ne faut pas être dans la colère, et etc. D'ailleurs, Toumi Djaïja, à la Gandhi, il a écrit un livre en 2013, donc il y a 10 ans, hein. La marche pour l'égalité, une histoire dans l'histoire, dit-il. Enfin, c'est le titre du bouquin. C'est un entretien qu'il a donné avec Khalid Jazili. Et il disait, j'ai senti le besoin vital de donner et de recevoir du bien. Parce que on est loin de ce genre de discours aujourd'hui, quand même. Ouais. Mais lui, il est toujours comme ça, 40 ans après, il est toujours comme ça. Oui, très bien, il parle avec une sagesse, il était au musée d'immigration vendredi soir, et il a toujours cette volonté-là de dire qu'il faut... voilà, c'est avec sérénité qu'on peut avancer, qu'on peut gagner. Alors dans la salle, il y en a qui s'agitent un petit peu, puis qui se disent « Oui, mais ça fait 40 ans qu'on attend, etc. » Il y a quelqu'un qui est intervenu, d'ailleurs, sur ce mode-là. Mais oui, c'était nouveau, mais bien sûr que... Enfin, bien sûr. Aujourd'hui, on n'est pas dans cet état-là. Et tu parlais tout à l'heure du meurtre du Bordeaux 26 000, cet touriste algérien qui était là en balade, il était défenestré. Marie-Laure raconte que lorsque cette information arrive, lorsque ce drame arrive, justement, la question de savoir mais comment peut-on être non-violent, comment peut-on être dans la nuance, dans la main tendue, à l'heure où des drames arrivent. Ça montre aussi que cette position qui est peut-être essentielle, qui est peut-être fondamentale dans les luttes politiques ou autres, etc., n'est pas facile à tenir face parfois à la rigueur des faits. Ah ben, c'est pas facile à tenir, souvent... Pardon, Moustapha. Un peu plus loin dans le texte, et elle le dit en tout cas en public, il y a la moitié des marcheurs qui avaient envie d'arrêter, quoi. Ils avaient envie d'arrêter, ils étaient secoués, ils étaient en vrac. Nous, quand je disais tout à l'heure que pendant cette marche à Strasbourg, ils étaient à Strasbourg, et quand il y a eu ce grave crime, nous étions sur le boulevard Davout, là, dans le 19e, 20e, là. La marche était silencieuse, hein. Et il y avait du monde. Hein. Ah, je me souviens très bien de ça. Hein. On était mais vraiment des centaines et des centaines. Je ne sais plus d'où on est parti, mais en tout cas, on est resté longtemps devant cette caserne qui prend une grande partie du trottoir. Et il n'y avait pas un mot. Et on est resté quelques temps comme ça, silencieux, parce que ça en était trop. On n'allait pas hurler sous les fenêtres. D'abord parce que sous ces fenêtres, derrière les fenêtres, à mon avis, il n'y avait personne. Mais c'était pas le but, c'était vraiment d'avoir une posture de dignité et puis de colère retenue. Mais en tout cas, c'était silencieux. Je me souviens vraiment parfaitement de ça. Est-ce qu'il est possible encore aujourd'hui d'adopter ce genre d'attitude, de position politique, mais sous le thème de la non-violence, sous le thème de la nuance, sous le thème du dialogue, à un moment où finalement, je ne veux pas parler de l'actualité internationale, qui alors là... bouscule peut-être tous les entendements et la capacité que les uns et les autres ont à se retrouver, mais y compris en France aujourd'hui, sur les débats sur la question de l'immigration, effectivement, tout ça est comment dire, exorcisé par une extrême droite qui est autrement plus importante, qui pousse au feu, elle aussi. Et à contrario, on a forcément en face des gens qui sont aussi dans une attitude frontale, parce que, bon, quelle est la place aujourd'hui pour une démarche comme celle-ci aujourd'hui? Est-ce qu'on peut l'envisager? Est-ce qu'il y a des associations, des secteurs dans le milieu qui se mobilisent, où il est possible de se dire, eh bien, il y a encore de la place pour la nuance, pour la main tendue, pour la fraternité, pour essayer de créer quelque chose de positif, plutôt que de dénoncer ou d'être dans une position victimaire? Ben moi, je serais sur ce mode-là, hein, continuer d'être dans me battre, pas violemment, d'être toujours, mais en face, les 80 qui sont dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, ils ont la tête haute et le verbe haut, hein,
pour parler des étrangers, pour dire que le ministre de l'Intérieur il est encore trop gentil, alors qu'on sait ce que nous prépare cette 22e ou 23e loi sur l'immigration. À un moment donné, je pense qu'il y a encore des gens des associations, des mouvements, un courant, qui pourraient être pacifiques, si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, c'est dur à tenir, hein. C'est dur à tenir parce qu'en face, il y a vraiment une violence. Dimanche 3 décembre, là, ce dimanche, il y a eu une marche. Évidemment, nous n'étions pas 100 000. Et pourtant, il y aurait eu de quoi être 100 000. Hein, parce qu'on ne commémorait pas que les 40 ans de la marche pour l'égalité. C'était le temps, c'était la raison. Mais il y avait derrière des associations, des collectifs qui se battent contre la nouvelle loi que nous promet ce ministre de l'Intérieur, Darmanin. Il y avait des médecins, il y avait des rangées de médecins qui étaient là pour s'opposer à une des propositions de la loi Darmanin qui était de supprimer l'AME. Les médecins se bougent. C'est pas que les petits, comme ils veulent le dire, les jeunes des quartiers, les arabes, etc. Parce que c'est comme ça qu'ils disent. Les sans-papiers, tous les Africains sans-papiers. On les entend parler quand ils ont le mépris et quand ils ont la haine. C'est comme ça qu'ils parlent de l'immigration. Il étant des élus, des élus d'extrême droite, leur courant, leurs sympathisants, pour ne pas les nommer les autres. Mais voilà, face à eux, il faut être vigilant et puis il faut être fort quand même, hein. Et nombreux surtout. Oui, mais justement, alors, la question qui se pose, j'entendais Pierre Rosanvallon, sociologue, philosophe, spécialiste de la chose politique et de la démocratie, qui disait sur une chaîne de télé il y a quelques jours, que la démocratie, c'est quand, effectivement, on sait parler des aspirations des concitoyens. C'est quand on peut traduire en mots les aspirations et le quotidien de nos concitoyens. Et il disait ça en disant que, d'évidence, l'extrême droite a su parler à cette partie de la société qui a peur, donc elle a posé des mots et des trucs sur la peur, et que la gauche ne sait plus aujourd'hui lui parler. Et j'ai presque envie en faisant ce parallèle, ça m'a fait penser aux marcheurs, c'est-à-dire dans quelle mesure cette initiative de la marche, prise par quelques-uns, en particulier Tommy Djadja et Père de l'Homme, en 83, 82, 83, a pu rencontrer des aspirations, a pu parler, a pu traduire des aspirations d'une partie de la société. Tu parlais tout à l'heure effectivement des mobilisations éparses contre l'AME, contre l'aide médicale d'État ou autre. Il y a d'évidence dans la société un certain nombre de gens qui se mobilisent sur des thématiques qui pourraient rassembler. Or aujourd'hui, il n'y a plus de rassemblement. Or aujourd'hui, il n'y aurait pas 100 000 personnes, sûrement à Paris, si des initiatives étaient prises, parce que ce qui a été le miracle de cette marche, c'est d'ailleurs ce discours de fraternité, d'humanisme non violent, il ne s'est pas renouvelé, en tout cas on n'en voit pas le début du commencement. Donc aujourd'hui on ne sait peut-être plus parler à toute cette partie de gens qui pourraient se rassembler, que ce soit sur les questions migratoires ou autres. Hein. Après on ne sait plus parler, je ne sais pas, en tout cas c'était pas... On ne sait plus parler des Arabie Saoudite. Oui. Mais en même temps, les marcheurs n'ont pas la responsabilité de ce qui se passe pas maintenant. Ah non, c'est pour dire que justement, eux, c'est le miracle d'un moment. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont mis en branle, ça correspondait, il y avait écoute pour une partie de la société qui a pu se mobiliser. Et parce que, en plus, je pense sincèrement entre nous, c'est que le discours était autrement positif que ce que l'on peut entendre aujourd'hui, le côté victimaire, larmoyant, reproché, etc. Là, c'était un discours positif. On veut plus de justice, plus de fraternité, on veut rire, faire la fête ensemble et qu'on en finisse avec effectivement ces meurtres qui sont insupportables. Après, on était plus dans l'égalité, cher Mustapha, que dans la fraternité. C'était ça. On était dans l'égalité. Alors fraternité, c'est le terme qu'utilise Marie-Laure Maille. Oui. Non, mais c'est pas moi. Mais moi aussi je peux l'utiliser. Je l'utilise. Voilà, bon, moi j'y crois à la fraternité, bien sûr, à la main tendue. Mais ce que je veux dire, c'est que en octobre 83, on est quelques mois après les élections municipales. Les élections municipales de 83, c'est les élections qui ont vu monter le Front National à l'époque. La France, elle est traversée par des élus municipaux qui vont rentrer dans les mairies, par une poussée de l'extrême droite, et ça aussi, ça va être un marqueur dans la volonté politique d'égalité que vont porter les marcheurs.
elles vont porter le débat contre le racisme, elles vont porter tout ce débat-là, et aussi de fraternité, bien sûr, mais en tout cas, voilà, dans toutes les régions de France, on le dit là au travers, justement, la page est ouverte, des exemples, il y a Marseille, et il y a d'autres territoires qui témoignent de l'accueil de la marche quand ils étaient dans... c'est à la fois des personnalités, aussi des associations, comment ça se passait dans leur ville. Il y a quand même ce retour qui revient toujours sur l'égalité, et puis sur voilà, une transformation de la société, regardez-nous, nous ne sommes pas invisibles, voilà. Dénoncer l'invisibilité, c'était ça aussi. Oui, le terme invisibilité est nouveau, hein. C'est moderne. Hein. Mais bon, ça fait partie du vocabulaire nouveau qu'il faudrait peut-être ou discuter, oui, expliquer, pouvoir corriger. Il ne disait pas l'invisibilité, mais il disait regardez-nous, on existe. Oui, on peut rentrer en boîte de nuit. Oui, bien sûr, c'est évident. Alors, ça, c'est pas pour dire que ça n'existait pas. C'est les termes aujourd'hui, parce que comme tous les termes aujourd'hui sont connotés et se rattachent parfois à des lectures très idéologiques. C'est comme la marche des beurs. C'est compliqué. Ça, c'est l'autre problème, effectivement. Ça, c'est incapacité qu'a la société de saisir les siens comme étant siens et pas les renvoyer à une origine ou à essayer de les enfermer dans des cages identitaires qui n'existent pas. Juste une dernière question, parce que il y a un truc qu'on n'a pas abordé, c'est pourquoi il y a un procès qui est fait à la gauche, au Parti Socialiste en particulier, et à SOS Racisme. Ça revient systématiquement. Nous avons fait des reportages à l'époque, nous, à Bondy et autres, c'était systématique aussi, parce que c'est vrai que après la marche, il y a eu un boom associatif de jeunes dans les quartiers et ailleurs qui s'investissaient, qui s'engageaient de manière citoyenne dans le cadre associatif. Et finalement, cet héritage n'a peut-être pas connu l'essor qu'il aurait dû connaître. Et souvent, on accuse le Parti Socialiste et SOS. Alors, on va rappeler quand même le contexte de la naissance de SOS Racisme. Me voilà la communicante de SOS Racisme. SOS Racisme est né en 1984, un an après l'arrivée de la marche. SOS Racisme est né après Convergence 84, qui était une deuxième marche, qui était une traversée de la France en mobilette, qui reprenait le slogan qu'on a vu dans la marche, à l'arrivée de la marche en 83, qui était « La France, c'est comme une mobilette, pour avancer, il faut du mélange ». Donc les mobilettes arrivent à Paris, devant l'Assemblée nationale, c'était là-bas qu'elles arrivaient, et il y a une dizaine de personnes qui ont commencé à distribuer des petites mains en 84, à l'arrivée de Convergence, et là ça a été l'explosion. Tout le monde se demandait ce que c'était, etc. Et là, SOS Racisme est né, est apparu, a existé, et a fait, comme on dit les militants d'hier et encore aujourd'hui, et on fait rouleau compresseur pour étouffer, écraser tout ce qui était ce que tu as dit. La dynamique associative citoyenne. Le mouvement associatif, beurre, allez, on va prendre un raccourci, issu de l'immigration. Non, pas toi. Hein? Pas beurre. Ouais. Mais issu de l'immigration, des quartiers populaires, moi j'aime bien dire de la banlieue, parce que maintenant, quartier populaire, les QP, ah bon, d'accord. On va aller dans les QP. Ah, c'est quoi ça? Ah oui, c'est comme ça que vous dites. Non, ah oui. L'autre fois, quelqu'un me dit, de toute façon, il faut investir les QP. Alors moi je cherche. Ah, les quartiers populaires, d'accord. Tu me dis la banlieue, voilà, mais j'ai rien contre cette appellation de quartier populaire, ça a du sens d'un point de vue sociologique, et j'y appartiens, mais... Et donc, voilà, et de manière sérieuse, j'y reviens, SOS Racisme va effectivement étouffer toute cette expression dont tu parles, qui était la naissance, qui apparaissait dans les quartiers. Oui, et en plus, il faut quand même dire que c'est une structure qui a reçu beaucoup de subventions. C'est pas une réussite ex nihilo. Voilà, tu le redis, mais moi j'allais poursuivre en disant, et encore un mot, et en plus de ça, ils avaient les moyens de le faire. Voilà, c'était ce que je voulais ajouter. Et ils ont eu non seulement ils ont eu les moyens de le faire tout au départ, donc nous on était, je m'y inclus, on était balayés, et eux ils montaient, il y avait toute la figure voilà, héroïque de SOS Racisme, du Parti Socialiste, parce que les moyens c'était que le PS, pas le PS en tant qu'organisation politique, mais le PS du gouvernement, quoi, qui donnait des subventions, en donnait plus pour ce qu'ils allaient appeler la maison des potes, et toute l'organisation après structurelle de SOS dans la banlieue, enfin dans les quartiers. Et puis effectivement, après, il n'y avait plus d'existence et tout. Et au-delà de faire des choses,
c'était l'idéologie aussi qui nous échappait, quoi, parce qu'ils étaient aussi, voilà, ils étaient proches du PS. Hein, il y a tous les gens qui sont à SOS ont été plus tard des élus du PS, pour ne pas les nommer, Harlem Désir, Julien Drey et d'autres encore, étaient après des élus, députés européens ou pas, etc. Quoi. Mais, et ils portaient l'association dans les quartiers. Pour ne pas être trop long sur le sujet, même s'il est important, d'ailleurs l'histoire est à écrire, comme dit le père Delorme, l'histoire est à écrire. Et donc, notamment cette partie de l'histoire, le lien entre le Parti Socialiste et SOS Racisme. Mais c'est vrai que, quasi philosophiquement, l'idéologie, entre guillemets, des SOS Racisme, entre guillemets, des SOS Racisme, est contradictoire avec ce que sous-tend cette marche. C'est-à-dire la marche, c'est l'égalité, c'est pas de venir le protéger de X, Y, Z parce que on est véritablement dans un autre type de représentation de la société et de ce qui fait lien dans la société entre ceux qui te disent nous sommes égaux et on représente cette France nouvelle avec toute sa diversité mais aussi son ancrage, et le touche pas à mon pote, c'est vas-y pépère, je vais te protéger et personne ne va te toucher, tu peux te placer sous ma houlette. Donc c'est aussi là où, indépendamment du côté pratique, le fait que le mouvement associatif n'a peut-être pas connu l'essor qu'il aurait pu connaître dans ce qu'on appelle les quartiers, ça aussi, bon. Mais c'est aussi que philosophiquement, ça traduit comme un imaginaire et un inconscient. Bon, alors peut-être s'il y a des questions dans la salle, on va donner la parole à notre foule présente ce soir. S'il y a des gens qui veulent réagir ou poser des questions. Allez-y, madame. Vous m'entendez? Oui. J'avais dit qu'il fallait pas qu'on s'éternise, mais j'aimerais bien que quelqu'un écrive l'histoire finalement, parce que... On n'entend pas, on n'entend pas. Mettez le micro près de toi. Voilà. Sur le dernier aspect que vous avez évoqué, SOS Racisme, et le mal que ça a fait, en fait, il faut bien qu'on comprenne que justement, ça a été le miracle de la marche, et le Parti Socialiste a bien senti que s'il voulait réélire François Mitterrand, vous voyez, c'était chaud hein, à l'époque. Hein. Eh bien, ils avaient bien remarqué qu'il y avait une grande sympathie de la jeunesse pour ce mouvement, justement, l'antiracisme, etc. C'est très important à l'époque. Et SOS Racisme a été créé pour ça. Enfin, c'était le moyen de permettre la réélection de François Mitterrand et ce qui était dramatique, c'est que on était des potes, quoi. C'était leur principal souci, on va dire, avec pour objectif la prise du pouvoir, c'était l'antiracisme. Et nous, on se battait pour l'égalité des droits. C'est totalement différent. Alors bien sûr, c'était inclus, mais c'est bien pour ça que la marche intitulait « Marche pour l'égalité des droits et contre le racisme ». Moi, j'ai vécu la création de SOS Racisme. Avant, enfin, le lendemain de l'arrivée de Convergence à Paris, j'étais à la faculté de Tolbiac à l'époque, et je me suis retrouvée, parce qu'il y avait des grands débats, il y avait ceux qui avaient organisé, qui faisaient partie des organisateurs de Convergence, aussi dans ma fac. Convergence, c'est 84, c'est oui, ça, 84. Et en fait, je me suis retrouvée face à des gens qui ont eu ensuite des responsabilités politiques, qui étaient étudiants avec moi à l'époque, à la fac de Tolbiac, et avec qui on s'est bien bagarré d'ailleurs ce jour-là, et qui nous ont dit, ben c'est nous. Et je peux vous citer des noms si ça vous intéresse. C'est pour ça que je me dis, ça serait vraiment intéressant que quelqu'un veuille bien écrire cette histoire, parce que chacun d'entre nous a vécu ce moment d'une certaine façon de l'intérieur,
a eu des contacts avec les créateurs, etc. Moi, je les ai tous connus, hein, Arlène Désir, Julien Drey, et on n'a pas su rebondir. Après, il faut savoir aussi qu'ils ont, comme ils viennent du trotskisme, de l'entrisme, etc., il faut savoir que c'est la gauche socialiste, c'est la tendance gauche socialiste du Parti socialiste. Ils ont fait de l'entrisme dans le collectif jeune de la région parisienne. Moi, j'ai des camarades avec qui... La stratégie de la taupe. Voilà, moi j'ai des camarades avec qui je me suis battue. Bon, je faisais partie du collectif, donc les gens avec qui on a marché en 83, 84, etc. Et qui ont été travaillés, on a tous été travaillés au corps hein, pour rejoindre la SOS Racisme. Là où ça bloquait, en fait, c'était sur la question de la Palestine. Enfin, c'est ça aussi, SOS Racisme. Et il y a une chose aussi, ça, Farida Belroul. Farida Belroul, c'est encore une autre histoire. Hein. Farida Belroul, elle l'a très bien dit. Elle l'a dit au moment de la marche de 84, dans une étape, il y a eu des réunions secrètes, on va dire, entre quelques leaders, enfin quelques personnes qui étaient dans entre la marche. Qui Quelques personnes qui étaient dans la marche de convergence, je parle. Ouais. Et il y avait le père de l'homme. Je sais pas. Mais je vous le dis. Non, mais c'est juste pour vous dire. Ouais, là, c'est ou trop peu précis, pas de référence, c'est compliqué. En fait, il y a eu un reportage à un moment où chacun parlait, on peut le retrouver sur le net, et Farida Belroul, elle raconte cet événement où, en fait, à l'intérieur de la marche, pendant la marche de 1984, il y avait des tractations avec SOS Racisme et des gens de Convergence 84. Non, c'est juste pour vous dire que c'est bien, ça serait bien qu'on écrive cette histoire. En tout cas, cette histoire est à écrire. Elle s'est passée. Moi, en 86, j'étais étudiante toujours à Tolbiac. J'ai fait droit sciences politiques et j'avais une matière qui s'appelait organisation politique. Et on avait fait un rapport, une espèce de mémoire, avec un ami qui était avec moi dans le PD, sur l'OPA de SOS Racisme. Et on avait interrogé énormément de monde pour faire ce rapport. Et on avait interrogé le père de l'homme. À l'époque, c'était en 86, je me souviens très bien, il niait complètement et il pensait que c'était plutôt positif, la création des SOS Racisme. C'est vrai, ça faisait que 2 ans. Il faut se contextualiser. Ça faisait que 2 ans. Il faut contextualiser. Mais déjà à l'époque, on sentait bien qu'il y avait une force qui nous échappait à nous. Enfin, je veux dire, on pouvait pas faire, on pouvait pas faire le poids en fait. Et ils étaient soutenus, mais par tout le monde. Donc c'est juste pour, je voudrais juste remettre. Merci. J'étais un peu longue, mais. Est-ce qu'il y a une autre réaction, une autre question? Juste un mot peut-être pour parler de l'engagement de Farida Belroul. Farida Belroul, on va aussi rappeler qui c'était. C'était une militante de la région parisienne, qui était au départ avec nous dans le collectif de Paris d'ailleurs, et de la région parisienne, qui après, pour des raisons qui la regardent, a quitté le collectif. La marche a continué, a continué, puisque le collectif a duré les 5 semaines. Mais avant de poursuivre sur Farida Belroul, parce que j'avais envie d'en parler... C'est pas le sujet de ce soir. Pardon ? Ce n'est pas le sujet de ce soir. Oui, c'est pas le sujet. Non, mais par rapport à ce que dit, ce qui vient d'être dit, parce que le sujet de ce soir, ce serait plutôt le collectif de Paris, la région parisienne, qui se mobilisait pas loin d'ici au relais Ménilmontant. Bien sûr. Voilà.
parce que c'était un lieu important, et j'ai une pensée pour Daniel Duchemin, qui en était le directeur, et qui n'est plus là aujourd'hui, et qui nous accueillait tous les 2-3 jours quand on était de permanence pour recevoir les jeunes des quartiers, justement, qui venaient chercher les affiches pour les coller, pour qu'il y ait 100 000 personnes à Paris. Il était l'ami de la CB aussi. Pour te dire, le 20e arrondissement, le 20e arrondissement, la CB, etc. La CB, ça fait partie du service d'ordre de l'arrivée de la marche. Hein. Voilà, absolument. Donc je reviens rapidement à Farida Mehroud pour la situer. Très rapidement, oui. Pardon ? Rapidement, oui. Donc elle décide le succès de 83, auquel elle n'adhère pas. D'abord, c'est le discours qu'elle a fait quand il y a l'arrivée de Convergence. Elle dit que 100 000 personnes à Paris, c'est aussi... Et là, elle est très en colère, hein, très en opposition avec cette marche, par son contenu, par ses représentants, elle dénonce les associations, pour faire vite, les organisations, les curés. Elle est d'une violence extrême, et elle dit cette marche ne correspond pas à ce qu'elle défend elle, et un peu plus tard, on va la connaître dans un communautarisme, un enfermement, etc. Donc voilà, pour clore, voilà, ça fait partie d'une figure dans un mouvement, et moi je ne suis pas sûr, et je crois que ce que tu rapportes là, de conciliabule qui aurait eu, sont sa fantaisie à elle. Maintenant, si elle entend ça, eh ben, elle l'entendra, mais ça ne pose pas de problème. Mais en tout cas, ça fait partie de... Oui, mais ça peut être dans une image, mais elle peut aussi ne pas dire la vérité, voilà ce que j'ai envie de dire. Non, mais il y a des vidéos. Oui, non, mais comme vous le dites, de toute façon, l'histoire est à faire, et à se faire sérieusement, pas effectivement à travers les dires des uns et des autres, ou les témoignages. Il faut recouper, il y a de la méthode, quoi. Vous êtes universitaire, vous avez été universitaire, donc pas vous apprendre qu'il ne suffit pas de dire, quoi. Est-ce qu'il y a une autre... Là, pour le coup, il s'agit de dire. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole avant qu'on arrête l'émission ? Ma question, c'est 40 ans après la marche, moi je l'ai pas connue, j'étais un peu trop petite à mon avis. En fait, je crois qu'il n'est pas très fort, c'est comme ça. 40 ans après, une marche enfin, moi j'ai lu dans l'histoire, je ne sais pas. Avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, 40 ans après, c'est quoi le bilan de ce qui a été fabriqué en termes de militants, même si j'ai entendu des associations, des gens qui sont devenus, d'ailleurs l'exemple de la personne, je retiens l'exemple de cette personne qui avait dit on a été laissé tout seul, et tu disais quand même il a été directeur d'un centre ou des choses comme ça. Moi, quand tu disais il a été laissé tout seul, c'est que j'ai l'impression qu'une marche aussi extraordinaire avec plus de 100 000 personnes probablement qui ont marché, on ne s'attendait pas peut-être à SOS Racisme, mais quelque chose de grandiose qui émerge. Et puis c'est un peu, j'avais l'impression que ce monsieur disait bullshit, parce qu'il ne parlait pas de lui, il ne parlait pas de son avenir personnel, mais de l'avenir de ces personnes qui ont marché, qui ont voulu l'égalité. Donc 40 ans après, et vous l'évoquiez tout à l'heure, un gamin de 17 ans qui se fait... quand on voyait les images, c'est juste horrible qu'en France, on puisse à la limite... je ne dirais pas le nom du pays auquel je pense, c'est tout à fait possible, mais en France, c'est quand même impressionnant. Est-ce que cette génération-là dont vous faites partie, tous les deux d'ailleurs, est-ce que vous faites un bilan pour savoir où est-ce que ça a failli pour qu'on en arrive 40 ans après à quelque chose d'aussi dramatique que ce qui se passe dans les quartiers encore? Et est-ce que, par exemple, les jeunes de quartier, enfin, je ne sais pas comment on va les appeler pour que ce soit correct, tous ces jeunes, tous ces laissés pour compte, alors qu'ils sont de 3e, 4e, 5e génération, que cette marche-là soit un symbole qui leur parle. Je ne sais même pas s'ils en ont parlé. Non, mais c'est complètement intéressant. Moi, j'étais, il n'y a pas très longtemps, au Musée de l'Homme, à un colloque où il y avait des interventions autour des combats au travers des marches. Et il y avait symboliquement 3 marches. Il y avait la marche avec une universitaire américaine qui était traduite, qui parlait de la marche Martin Luther King. Il y avait
un Antillais qui évoquait les marches contre l'esclavage, et il y avait la marche pour l'égalité. Et effectivement, voilà, la question était posée à chacun, qu'est-ce qu'elle a ancré dans les sociétés, ces marches, ces différentes marches. Et on s'est rendu compte, en les écoutant, moi j'ai trouvé ça, vraiment c'était vraiment une belle rencontre, que celle qui restait sur le carreau, c'était la marche pour l'égalité. Parce qu'aux États-Unis, la marche contre de Martin Luther King, elle est ancrée dans les manuels scolaires, elle est ancrée sur des rues, des noms de rues, enfin, il y a beaucoup de... les 3e, 4e générations, peu importe le nom, tout le monde sait ce qui s'est passé. Les marches... L'élection de Barack Obama. Pardon? L'élection de Barack Obama. Oui, après, mais même avant, l'universitaire disait aussi qu'avant, depuis toujours, la société américaine, blanche et noire, hein, pas que les noirs pour leur histoire, mais la société américaine blanche, elle ne pouvait pas échapper à ce qui s'était passé. Après, c'était beaucoup plus grand. Voilà, on est aux États-Unis, il y a une autre dimension, je ne vais pas rappeler tout le propos que disait l'américain, mais c'était intéressant. Et le constat, pour revenir à la marche pour l'égalité, c'est qu'effectivement, nous, en tout cas, quand on décide de faire ce travail, des militants de toujours, quelqu'un disait infatigable, fatigué quand même, mais qui commémore les 40 ans de la marche, dans ce livre-là, dans le travail qu'on fait, en tout cas en la mémoire, je ne peux pas parler des autres, c'est qu'il faut ancrer des images, des histoires et des combats. C'était ça, c'est ça là. Après, d'aucuns diront, est-ce que ça fait avancer? Je ne sais pas si ça fait avancer, mais c'est le politique qui fait avancer. C'est pas le citoyen, le citoyen, il prend en main son devenir pour dénoncer des injustices et pour se battre. Et puis après, il est dans la force les citoyens doivent se battre. Nous, on est des citoyens, on n'est pas des... moi, je ne suis pas une femme politique, Mehdi non plus. On a une démarche citoyenne de combat de justice et d'égalité. Mais après, que des élus soient là pour le défendre, pour porter le droit de vote des émigrés, pour dénoncer ce que nous promet Darmanin en matière au ministère de l'Intérieur en matière de loi migratoire, eh ben c'est ça aussi. Nous, on est un peu porteurs d'une mémoire qui a avancé pour aller vers ça. On n'y est pas encore. Et on marche encore. C'est le slogan des 40 ans d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est vrai que l'un des thèmes qui revient souvent dans nos témoignages, dans tes textes, dans celui de ton texte, dans celui de Mehdi ou de Barry-Laure ou du Père Delorme, c'est la nécessité de transmettre l'histoire et de la faire de cette marche, notamment aux jeunes générations, parce que pour le coup, on peut se demander dans quelle mesure la déperdition n'est pas aussi liée au fait qu'aujourd'hui, on ait des mouvements plutôt violents ou désordonnés, mais sans structure, sans squelette politique, sans référence. Et c'est peut-être un danger. Dernière question, après je ferai une petite lecture, et après on ira se coucher. Tu viens d'anticiper la question que je voulais poser à Samia, c'est-à-dire dans ce bilan qui est fait sur la marche pour l'égalité et contre le racisme, moi ce qui m'a toujours frappé, c'est comment on est passé du mot de la marche pour l'égalité contre le racisme à la marche des beurs. Et donc de la déconnotation et de la communautarisation, mais en plus ce qui est plus fort, ce qui me semble plus fort, c'est de la sève et du corps de cette marche. Parce que par un titre qui est fait par un journal, en pensant qu'en parlant de la marche des beurs, ils arrivent à Paris. Voilà, ils arrivent à Paris. C'est retirer tout le sens, en fait, tout le vrai sens de cette marche qui était celle pour l'égalité des droits. Et qui aujourd'hui fait que ce n'est pas étonnant, et c'est pour ça que je trouve que le travail au nom de la mémoire est intéressant, ce n'est pas étonnant que dans la rencontre que vous avez face aux différentes marches qui ont existé, le grand absent du fait que la sève ait été retirée, c'est qu'on ne la trouve pas dans les livres d'histoire. Et qu'on ne la trouve pas dans les livres d'histoire, tout comme sur la bataille que vous menez sur le 17 octobre 61, tout sur ce qui fait en fait ce qu'est la société française et dans laquelle il y a une existence d'une part de la société française qui est de la deuxième, de la troisième génération, et de la première qui l'a construite, de la deuxième et de la troisième qui la construisent différemment, et pourquoi cette sève disparaît et est enterrée.
Ben, juste rapidement, pour la marche des beurs, la une de Libération et la une du Monde le soir, de l'arrivée de la marche, c'était les beurs arrivent à Paris, quelque chose comme ça, entrent à Paris, ou un truc comme ça. On a passé l'après-midi avec Nicolas Beau, le journaliste du Monde. On a passé l'après-midi avec Favreau, je ne sais plus comment c'est son prénom, Éric Favreau, à raconter. Je dis on parce qu'on était plusieurs. C'était au relais de Ménilmontant. Encore. C'était pas la CB ce jour-là, c'était au relais de Ménilmontant, mais c'était une ruche aussi au relais de Ménilmontant. Et ils nous posaient des questions ici et là, la marche pour l'égalité. Il y avait des banderoles, il y avait encore les affiches partout. Après, ils ont fait la photo, enfin, peu importe. Et le lendemain, tu vois la marche des beurs. Mais on était en colère. 40 ans après, ça va le contrarier. Je suis une journaliste de La Croix, quotidien, religieux, mais avec des pages société très intéressantes, oui, entre parenthèses. Très bon quotidien. M'appelle... Pardon ? Très bon quotidien. Oui, mais très bon quotidien. Moi, j'ai été abonné pendant 2 ans. La journaliste de La Croix m'appelle et me demande à me rencontrer avec Rachida Azoug. Et elle me dit, est-ce qu'on pourrait aller au relais de Ménilmontant parce que j'ai lu que c'était là-bas, etc. Le relais de Ménilmontant, il faut le savoir quand même, c'est un lieu qui appartient au diocèse. Hein. Et moi, je me suis demandé un jour, longtemps, je me suis demandé, comment ça se fait que ça a été, qu'on est arrivé là? C'est Christian Delorme, parce que moi, la première fois que j'ai rencontré la marche, juste une parenthèse rapidement, Christian Delorme, il est arrivé au relais de Ménilmontant avec Toumi Djedja et il voulait rencontrer des associations. Et après, et puis des radios, et moi j'y étais pour la radio. Je vais faire la parenthèse. Donc cette journaliste revient 40 ans après, elle est toute jeune, et elle me dit, voilà, est-ce qu'on pourrait aller au relais de Ménilmontant parce que c'est ici, au diocèse, avec le père, et elle nous dit, ah non, je dis, moi je sais pas, moi je connais que Daniel Duchemin. Mais c'est vrai, hein, très sérieusement. Et tout, donc je vais avec elle au relais de Ménilmontant. J'ai rendez-vous avec elle au relais de Ménilmontant. La première fois que j'y remettais les pieds, et le relais s'appelle Dorothy, ou quelque chose comme ça. Peluchot. Ouais, c'est ça. Et c'est une figure religieuse importante de fraternité, etc. Et il y a des trucs très sympas là-bas. Hein. Ça fait un peu bobo d'ailleurs, le nouveau lieu, mais enfin bon. C'était pas comme ça quand on y était. Et je lui raconte avec humour, je dis, mais vous saviez, quand on était là, c'était pas comme ça. Bon, il a été transformé, et bon, je l'ai reconnu et tout. L'article paraît, et elle dit, les beurs étaient au centre Dorothy, appelé le relais de Ménilmontant. Oui, c'est terrible. C'est terrible, mais dans une certaine mesure, c'est assez logique avec le coup des socialistes SOS Racisme. Enfin, le coup, pardon, le mot est un peu fort, mais... Je me suis dit, je vais la rappeler. On est dans la même logique, au sens où on est dans la période où c'est le droit à la différence. Donc on a renvoyé les uns et les autres à leur différence. Et le problème de cette différence, c'est que non seulement on a un imaginaire de type néocolonial, parce que on va vous aider, on va vous porter, on va vous tendre la main, mais surtout c'est une différence qui renvoie aussi à d'autres imaginaires qui enferment les immigrations, et notamment l'immigration algérienne ou nord-africaine, dans une différence qui est fantasmée, religieuse et arabisée, et excluant toute espèce de diversité culturelle, linguistique, etc. Toute la richesse de ce que font des hommes et des femmes qui pourraient être issus de différentes migrations porte une diversité de tons. Je vais terminer juste par une petite citation qui, à mon avis, donne aussi un ton à ce livre et à ce qu'a été la marche. Je vais la lire. La marche était l'occasion de sortir du ghetto. On était dans une dynamique remplie de joie, ce qui est important, on n'en a pas assez parlé de la joie, et en même temps de peur, la peur de nos parents. C'était aussi un temps d'instruction. On ne comprenait pas vraiment ce qui nous arrivait. On nous disait qu'on n'était pas français, alors que j'étais plus française que la Tour Eiffel. Voilà, oui. Merci Samia Messaoudi, le livre est disponible à l'étage, autour d'un... Merci à la CB de me recevoir. Ah, faut remercier la CB.